nous allons continuer avec les files d'attente. Donc, du coup, nous connaissons déjà quel est le besoin, qu'est-ce que nous voulons faire et où est-ce que nous allons partir. L'autre jour, nous avons un peu utilisé le code Python dans l'optique de pouvoir implémenter ou bien de pouvoir comprendre un peu les notions de coût. Mais je sais qu'avec la fatigue et tout ça, bon, parce que je me rappelle l'autre jour, comme hier particulièrement, j'ai carrément expliqué des trucs avec beaucoup de fatigue. J'étais vraiment exténué. Du coup, on a fait seulement 1 heure. Et aujourd'hui, je pense que nous allons rattraper. Bon, les objectifs du coup aussi, c'est quoi? Aujourd'hui, nous allons pratiquer RabbitMQ dans Python, donc sur un projet Django Python. Et l'objectif, c'est de comprendre comment est-ce que la chose fonctionne, quels sont ses cas d'utilisation et comment est-ce que nous pouvons l'utiliser. Et je crois que j'ai déjà eu à expliquer ça, mais je crois que je vais continuer à expliquer. Donc, dans un premier temps, nous allons démarrer RabbitMQ en ligne de commande, comme nous savons bien le faire, et nous allons aller au niveau de son interface. Et nous allons faire certaines configurations là-bas pour essayer de bien comprendre la chose. Et après, nous allons venir maintenant au niveau du code, refaire la même chose. Donc, nous allons venir au niveau du code, réimplémenter ça. Et en implémentant, ça va réellement cadrer avec ce que nous avons fait au niveau du GUI, donc au niveau de l'interface d'utilisateur. Donc, j'espère que vous êtes déjà excités comme moi parce que là, à l'heure ci, nous allons vraiment vite travailler, nous allons avancer puisque nous sommes déjà en retard au niveau de la formation, compte tenu des choses qui sont prévues d'être faites et compte tenu des choses qui doivent être, qui n'ont pas encore été faites. Donc, nous allons vraiment aller un peu plus vite. Mais ça n'empêche pas qu'on continue à poser des questions, qu'on continue d'apprendre ensemble, puisque moi, j'appelle ça découvrir et apprendre ensemble. Donc, tout d'abord, je vais venir au niveau de mon navigateur qui est là. Donc, je vais taper RabbitMQ là. Voilà. Non, ça c'est la version cloud. Je n'ai rien à faire à la version cloud. Voilà. Voilà RabbitMQ. Dans quel stade nous avons parlé que ça pouvait être implémenté avec n'importe quel langage. Donc, le langage qui nous intéresse principalement, c'est Python. Donc, et sachez que c'est... Pardon? On ne voit pas le partage. Ah bon? C'est la photo. Mohamed, toi également, tu ne vois pas le partage? Je ne vois quand même l'écran quand même avec. Oui, je vois Je ne vois quand même l'écran quand même avec. Ah, d'accord, bon. juste des multitudes de captures. Ah, D'accord. Oui, ça signifie que le partage a été fait uniquement au niveau Oui, ça signifie que de la fenêtre. le partage a été fait uniquement au niveau de la fenêtre. Partager, share. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Bon, s'il vous plaît, arrêtez le micro chez vous si vous n'êtes pas en train S'il vous plaît, arrêtez le micro chez vous si vous n'êtes pas en train de parler. Passez. Voilà, là c'est bon. Je pense que vous allez voir mon navigateur Google Chrome. Si vous le voyez, dites-moi. Oui, c'est bon. Voilà. Oui, moi je vois très bien. Oui, c'est bon. Good. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller au niveau de mon terminal. Donc, je vais lancer item. Donc, vous choisissez le terminal que vous voulez. Vous pouvez utiliser celui qui est intégré à votre IDE. Je vais utiliser item. Et au niveau des items, je vais me rassurer que Docker est en marche. Ça, c'est la première des choses. Rassurez-vous que Docker marche sur votre système d'exploitation. Et après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste taper Docker run. Étant donné que j'avais déjà tapé la commande, au moment où nous apprenions Docker, nous avons tapé cette commande-là. -rm, c'est pour retirer le conteneur après. Interactive, ça veut dire que je veux que tout s'affiche au niveau de l'appareil là. Donc je veux voir le serveur RabbitMQ qui est à démarrer. Donc je veux pas que cela tourne en arrière-plan, tourne en premier plan. Je donne le nom
de mon conteneur qui sera rapide MQ. Le port, ça c'est le port qui sera accessible au niveau des TCP, puisque c'est une communication, puisque les paquets sont envoyés au niveau des files d'attente. Donc il y a une communication TCP qui se passe, et ça c'est la communication, ça c'est le port HTTP, c'est ce qui sera accessible au niveau du navigateur. Dès que je fais ça, je lance, ça c'est le nom de l'image bien sûr, le nom de l'image qui est utilisé. Et je tiens à rappeler que c'est une application qui a été créée par Elan, d'accord? Donc l'application a été créée par Elan. Donc je vais couper ma caméra pour que tout soit un peu plus fluide aussi à mon niveau, parce que la transmission doit être instantanée. Bon, voilà ça que j'ai lancé, tout est plutôt nickel. Voilà, on me dit que en HTTP non TLS, puisqu'il n'y a pas le chiffrement là, voilà le port qui est lancé. En TCP, voilà le port qui est lancé, d'accord. Donc je vais revenir au niveau de mon navigateur, j'ouvre un nouvel onglet, je vais coller localhost, et au niveau du port je vais mettre ce E, j'ai copié le mauvais port. Au niveau du localhost, je vais copier quel port, c'est ce port-ci là, copier. Et je vais revenir ici, je vais coller mon port. Voilà. Est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce que j'ai mis au niveau d'ici? Parce qu'il faut faire très attention. Je vais voir ce que j'avais mis au niveau. Oui, voilà ce que j'ai mis. C'est carrément différent de ce que... Bah, j'ai copié le premier ici, parce que ça c'est le port externe. Et ça c'est le port interne. Donc j'ai copié le port externe. Je vais au niveau d'ici, je vais... Voilà. Je me connecte en tant que... avec ma session guest. Voilà. Et tout est plutôt nickel. Vous voyez un peu, tout est plutôt nickel. Là, j'ai mes connexions, aucune connexion actuelle. J'ai mes channels, aucun channel actuel. J'ai mes exchanges. Il y a topic, il y a mode direct, header. Je vais expliquer un peu d'ailleurs. Nous avons Q, ça ce sont les files d'attente. Et nous avons admin. Déjà dans admin, on me dit que je peux ajouter un nouvel utilisateur. Vous voyez un peu, vous pouvez créer des utilisateurs et les assigner les rôles sur ce qu'ils peuvent faire. Et au niveau d'admin, vous avez les tags. Ici, là, vous pouvez définir que l'utilisateur que vous avez créé peut juste faire le monitoring. Donc, ils peuvent juste voir les graphes. Il y a certaines opérations qu'il ne peut pas faire. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est comme le management. Non? On fait la notion des permissions et des rôles. C'est un peu ça ici, là. Ici, là, c'est le virtual host. On m'a dit que le virtual host que nous avons, parce que vous avez toujours besoin d'un host pour pouvoir travailler. Ça, c'est slash. Mais vous pouvez créer d'autres pour pouvoir travailler. Donc, et ça, c'est le cluster. Cluster, comme j'ai dit, c'est l'ensemble de plusieurs machines qui fonctionnent ensemble. Cluster en anglais, ça veut dire l'ensemble d'éléments communs. Donc, les mêmes éléments, c'est un cluster. Si vous avez 10 peut-être téléphones, vos 10 téléphones, s'ils fonctionnent en réseau ensemble, vous pouvez dire que vous avez formé un cluster avec vos différents téléphones. Et là, ici, là, vous avez les limites, définir max de connexion. C'est ce qu'on appelle le rate limiter. Quel est le max de connexion qui peut aller. Voici le exchange ici, c'est le point d'entrée de toute requête. Quand on parle de requête, on ne pense pas ici là du HTTP. Vous voyez un peu, c'est les files d'attente, le message broker. C'est le point d'entrée de toutes les requêtes. Là actuellement, je vais me dire que je vais créer un nouveau exchange. Je viens là. Et pour créer le exchange, il faut parfois éviter de mettre le nom qui est directement lié à l'application que vous êtes en train de créer. Par exemple, certains vont mettre e-commerce, Django, ceci, non. Il faut parfois partir donc différemment de ce que vous voulez mettre. Maintenant, au niveau des exchanges, vous avez, ici j'ai dit que vous avez direct. Direct signifie quoi? Si vous êtes en train de faire peut-être de créer un événement produit, create, ici là, ou bien vous partez peut-être sur product, ça c'est service, pour create it. Ça veut dire que seuls les consommateurs, parce qu'on a vu la notion des publicateurs et des consommateurs, seuls les consommateurs qui sont branchés à la file d'attente create it là, exactement, voilà. C'est un peu comme les expressions régulières, quand on dit qu'on veut exactement ça. Ceux qui auront souscrit exactement à la file d'attente ici là pourront recevoir le message. Si vous avez laissé direct, ça c'est la notion de direct. Maintenant, si vous avez les files d'attente déjà qui sont à faire note,
Ça veut dire quoi? Prenons l'exemple au niveau de notre application. Bon, on va créer Product Created Direct. On va d'abord créer ça comme ça. Ça, c'est au hasard. Durable, oui. Ça veut dire que ce sera stocké au niveau de notre disque dur. Bon, là, actuellement, notre disque dur, c'est au niveau des Docker, même si nous n'avons pas créé un storage au niveau de Docker pour le moment, un volume, on appelle ça un volume au niveau de Docker pour l'instant. Donc, je vais ajouter le Exchange. Voilà ce que je viens de faire. Et mon Exchange va venir se répertorier ici, là. Permettez-moi de zoomer un peu. Là, ça sera un peu plus clair. Est-ce que je vais activer l'option zoomage? Voilà. Voilà donc ça que j'ai fait. Ça, c'est nickel. Je vais dire que je suis au niveau du service Oda. Vous voyez un peu. Et lorsque je fais un created sur Oda, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que le service inventory, déjà, se mette à jour. Et nous voulons que le service notification envoie des notifications. Ça veut dire qu'au niveau du ciel, je ne vais pas choisir d'arrête. Je vais choisir topic. Comment est-ce que topic fonctionne? Topic, c'est quoi? Si j'ai created, après je mets comme ça, après j'ai souscrit à un truc qui va répéter que topic created, order created, là je vais dire peut-être inventory. Inventory, c'est comme ça. Je mets inventory comme ça, il va comprendre. Celui qui a souscrit seulement à celui-ci là va pouvoir aussi lire ce monsieur-ci là. Si le type est à topic, il va aussi pouvoir lire ça. Alors qu'avec Darret, si j'avais mis Order Created, s'il y a Inventory sur votre truc, vous ne pouvez pas carrément lire. Oui, Mohamed. Mohamed a levé la main. Est-ce qu'il y a un souci? Monsieur, s'il vous plaît, Mohamed a levé la main. Allô, Mohamed. Je vous écoute alors. Oui, allô monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais que c'est possible que vous enregistrez la vidéo pour pouvoir nous diffuser bien après. D'accord, la vidéo est en cours. Vous allez peut-être constater ici là, il y a un truc rouge là. Ça veut dire que la vidéo est en cours. Donc après, je vais peut-être publier ça sur YouTube d'une manière publique ou bien peut-être publier ça toujours d'une manière non répertoriée pour permettre à ceux qui ont souscrit à la formation de pouvoir suivre. Mais je pense que peut-être je vais publier cette vidéo aussi sur YouTube. Mais ce n'est pas certain. Mais elle sera quand même uploadée. Mais le statut, je ne sais pas si ce sera public, non répertorié, tout ça. Bon, je ne sais pas trop. Bon, puisque nous avons fini avec Mohamed, ça signifie quoi? Au niveau de Order Created, tous ceux qui ont souscrit en mode Order Created et qui sont à Topic pourront lire les messages qui sont dans Created et pourront aussi lire les messages qui sont dans Inventory. Mais par contre, si vous êtes plutôt à Direct, vous allez seulement lire ce qui est ici là. Vous voyez un peu? Ça doit être exactement ça. Donc, exactement ça. Maintenant, après, il y a fait note. Fait note, c'est quoi? Vous avez, disons, deux files d'attente. Et dans les deux files d'attente, vous voulez publier les messages. C'est ce qu'on appelle le broadcast. Donc, c'est les diffusions. C'est une file d'attente diffusion. Ça veut dire que dès que vous avez créé quelque chose, dès que vous avez créé un message, il va aller diffuser dans les files d'attente qui portent le nom là. Et tous les consommateurs qui sont abonnés à cette file là pourront lire les messages. Donc, ça, c'est broadcast. Maintenant, ici au niveau, c'est header. Headers, vous voulez publier les messages dans la file d'attente. Mais ce que vous voulez, c'est que en fonction de certains en-tête que vous avez mis, clé valeur, les en-têtes sont toujours des clés valeurs. En fonction de certains en-têtes, vous aimeriez que certains consommateurs puissent consommer le message. Ça, c'est au niveau des headers. Donc, voilà les files d'attente que nous pouvons utiliser et que nous avons vu. Donc je vais dire Order Created comme ceci là. Et à ce niveau, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre topic, parce que lorsque on va créer la commande au niveau du service produit, le service inventory sera mis à jour et le service des notifications également doit envoyer les mails, envoyer le mail à l'utilisateur, lui donnant peut-être la facture, l'ordre de commande et tout ça. Pour l'instant, nous n'avons pas encore construit le service de notification parce que j'ai gardé ça pour la fin, puisque nous allons utiliser ce qu'on appelle l'architecture hexagonale pour pouvoir concevoir ce service-là. Je tiens à vous montrer comment est-ce qu'on utilise l'architecture hexagonale au niveau de Django. C'est une architecture qui est énormément utilisée aujourd'hui là.
très utilisé. Donc, je vais vous montrer comment utiliser l'architecture hexagonale. Vous allez voir la notion des ports, port entrant, port sortant. Vous allez voir la notion des interfaces, l'adaptateur, le domaine, le corps. C'est vraiment du lourd. C'est vraiment du lourd. Bon, là, je vais créer un deuxième exchange qui est là, order created. Là, ça c'est l'exchange. Ou bien au niveau de l'exchange, ici là, ce que je pouvais faire, c'est de mettre seulement order event. Je vais mettre order underscore event là. Voilà. C'est l'orthographe. Voilà. Je mets ça sous forme de topic. Là, j'ai créé. Voilà, order event, c'est sous forme de topic. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Dès que vous avez créé le point d'entrée de tout ça, vous venez maintenant au niveau des queues. Au niveau des queues, maintenant, vous allez faire ce qu'on appelle le binding. Donc, vous allez faire le binding. Binding, ça veut dire quoi? Créer la file d'attente. Parce que vous avez créé le point d'entrée. Il faut créer la file d'attente et venir donc le lier à ces différents trucs que vous avez fait ici là. Donc, pour le faire, je vais venir dans queue. Add new queue. Ici là, je vais dire que le queue que je vais faire, ce sera quoi? Created. Ça c'est product. Point. Created, ça c'est l'événement que je crée et ce sera du type durable. Je vais dire add. J'ai ajouté. Je vais créer un deuxième qui sera order created. Voilà, durable. J'ai créé donc ces deux éléments là qui sont là actuellement. Du type classique, D c'est durable. Là, il n'y a encore rien, il n'y a pas encore de messages qui sont prêts au niveau de la file d'attente. Maintenant, il faut donc faire le binding. D'accord? Donc, où est-ce qu'on fait encore le binding là? Permettez-moi un peu de regarder. Message, non. Connection, non. Overview. Dans Overview, pourquoi est-ce que connexion, où est-ce qu'on fait encore le binding là? Exchange. Bon, oui, je vais cliquer au niveau des order event. Voilà, au niveau des order event, il va faire le binding à ce niveau-ci là. On dit this exchange, ça veut dire quoi? L'exchange sur lequel je suis présent. Ceux qui ont fait peut-être les React dans les anciens temps, React CSS, là, il y a ce qu'on appelle le binding data. Donc, il y avait tout l'opérateur 10 là, qu'on partait dans le constructeur, pour pouvoir binder parce qu'on utilisait les classes. Maintenant, on dit que top queue. Maintenant, je viens ici là, je vais mettre le nom. Permettez-moi de dupliquer ceci là. Je vais mettre le nom de la file de l'exchange que j'ai mis. Au niveau des orders, qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, j'avais mis order event. Donc, je vais copier ça. Ah, pas. Désolé. Au niveau des queues. Voilà, au niveau des queues. Au niveau de queue, il y a order created. Je viens là, vous pouvez copier. Vous pouvez copier order created. Désolé, je m'excuse. En fait, order pour created. Maintenant, la clé de routage. Vous pouvez mettre quoi comme la clé de routage? Parce qu'on a mis l'exchange. Maintenant, au niveau de la clé de routage, on peut mettre quoi? Routing key. Qui a une idée de ce qu'on peut mettre au niveau de la clé de routage là? Je ne suis pas moi trop inspiré. Bon, au niveau d'ici là, techniquement, on devait mettre. Bon, on va mettre la même chose. Ça, c'est juste pour l'exemple. Voilà la clé de routage. Ou bien on peut mettre. On combine le event et order created. Order created event. Bon, on laisse comme ça pour le moment un peu. Comme clé de routage, on fait maintenant le bind. Faisons le bind. Voilà. Maintenant, on peut. Bon, ça c'est clé de routage. Revenons encore sur la clé de routage. Le bind, pardon? vous pouvez reprendre
le binding sert à quoi? Lorsque tu as l'exchange, quand tu as l'exchange, d'accord, c'est le point d'entrée. On peut dire ça comme, on peut voir ça comme l'API gateway, c'est le point d'entrée. Dès que tu as le bind, dès que tu as l'exchange, l'exchange c'est le point d'entrée de la communication des messages. Maintenant, l'exchange il doit pouvoir savoir que je vais déposer le message ici là dans tel fil d'attente, parce que tu peux avoir plusieurs fils d'attente, comme dans notre cas ici. Nous aurons plusieurs fils d'attente. Tu vois un peu? Maintenant, il peut se décider que quand le message arrive, il met dans la file d'attente de inventory, il met dans la file d'attente peut-être de order, il met dans la file d'attente peut-être de notification. Maintenant, pour qu'il puisse savoir qu'il doit mettre ça dans les files d'attente là, il faut maintenant binder, il faut maintenant prendre les files d'attente là, tu viens le lier à l'exchange. Est-ce qu'on se comprend un peu là? Donc tu as l'exchange qui est comme le point d'entrée. On peut voir ça ici à ce niveau-ci là comme le point d'entrée. Maintenant tu as les files d'attente ici. Tu as peut-être, voilà. Voici peut-être l'exchange. Voilà les files d'attente ici là. Les files d'attente virtual host, name et type. Dès que le message arrive, il doit savoir là où est-ce qu'il va déposer. Dès qu'il récupère le message, il dépose dans virtual host. Dès qu'il récupère le message ici là, il dépose ici là. Parce que dans un serveur RabbitMQ, vous pouvez avoir plusieurs exchanges. Comme nous avons créé ici là 2 exchanges. On doit savoir que VirtualHost là est lié à tel exchange. Namec, qui est une file d'attente, est lié plutôt à l'exchange numéro 2. Type-C est lié peut-être à l'exchange numéro 1. Feature-C est lié à l'exchange numéro quelque chose. Donc c'est un peu comme, on peut dire quoi? Sur l'acte de naissance d'un enfant, on associe un parent. C'est un peu ça. On va voir le parent comme l'exchange. Celui qui a donné naissance, ou bien les parents, c'est ceux-là qui ont donné naissance à l'enfant. Donc dès que on prend l'acte de naissance de l'enfant, on connaît qu'il appartient à tel parent. C'est un peu ça. Bon, puisque nous avons fait ça, nous allons venir au niveau, nous allons essayer d'envoyer donc un message. D'accord? Est-ce que nous avons fait le binding là? Est-ce qu'on a fait le binding? Je crois bien que nous avons fait le binding. Si je viens au niveau des orders, oui, voilà, nous avons fait le binding. Maintenant, nous allons faire un truc. Nous allons venir dans Publish Message. Routing Key. La clé de routage qu'on a mis, c'était Order Create. Quand Order va create, on va mettre à jour l'inventaire au niveau du stock. Là, je vais mettre un truc de type JSON là. Message. C'est juste un truc comme ça. Hein. Message. Et dans ce message, je vais mettre la clé. Je vais dire à Inventory que met à jour ton inventaire. Voilà. Mets à jour ton inventaire. Voilà. C'est bon. Public message. Maintenant, il dit que le message a été publié. Maintenant, venons au niveau des overview. Attendons 5 secondes pour que ceci se rafraîchisse. Voilà. Voilà ça. Il s'est rafraîchi. Ça veut dire que le message est passé. Et celui-ci, il y a un message dans la file d'attente. Un message est présent dans la file d'attente. Si on vient au niveau des queues, ici là, vous allez voir que il a publié ça dans Order Created. Il pourrait bien publier dans Product Created, mais Product Created n'est pas lié à la file d'attente là. Maintenant, on dit que ici là, c'est non, on peut dire quoi? Un acknowledgement, ça veut dire quoi? Acknowledgement signifie accusé de réception. Donc pas d'accusé de réception, oui, c'est ça en français. Ready, il est prêt à être consommé. Ici là, il n'a pas été délivré et il n'y a pas de truc ici là. Maintenant dans Overview, dès qu'on va aller dans Overview, on part dans donc on peut toujours revenir au niveau d'ici, dans Queue. Oui, on va cliquer ici là. Voilà le message, il y a un message. On va venir dans Consumer. Il n'y a aucun consommateur pour le moment. Binding. Oui, il a été bindé là-bas. Publish Message. Dans Get Message, c'est ici là qu'on vient. Dès que nous sommes au niveau de Get Message, on va mettre ça à auto-acceptation. Donc, auto-accusé de réception. On va dire Get Message. Là, nous avons lu le message. Après 5 secondes, ça va être actualisé. Vous allez vous rendre compte que le message a été lu. Le nombre de messages est descendu à 0, non? Ready, c'est descendu à 0. Là, ça veut dire que le message a été lu. Donc, c'est un peu ça que nous allons implémenter, mais avec le code.
Voilà le principe. Le principe est assez simple à comprendre. Mais nous allons l'implémenter avec le code. Parce que ça, c'est l'utilisation au niveau de l'interface graphique. Mais ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les choses marchent. Parce que si on revient au niveau de la file d'attente, on va voir qu'il y a quand même eu une action qui s'est passée ici là. Mais on a déjà eu à lire le message. Bon, tout étant dit, nous allons aller au niveau de notre éditeur qui est là. Et nous allons commencer la partie code. Donc, je ne sais pas comment augmenter la police. La dernière fois, j'ai voulu augmenter la police ici, là, je me suis égaré. Donc, du coup, je vais zoomer quand, comme ça, là, comme ceci, là, avec mon curseur, quand ce sera nécessaire pour un code. Et après, je vais redézoomer. Voilà. Bon, je vais faire le zoom in et le zoom out. Je ne comprends pas. Depuis que j'ai commencé à lire un peu les bouquins en anglais, là, le français commence à me menacer. Parfois même, je n'arrive même plus à former une bonne phrase en français. Là. Donc, je ne connais ni le français, ni l'anglais. Là, c'est vraiment compliqué. Mais... Voilà, j'ai une question là. Si par exemple, de la manière dont vous avez l'habitude de faire les schémas là, si on pouvait le faire c'est-à-dire les étapes, parce que moi, jusqu'à présent, c'est un peu flou dans ma tête. Oh. Si c'est possible de faire les étapes, quand on crée, c'est-à-dire on crée le message, on le fait dans la file d'attente, c'est-à-dire les étapes comme ça, quoi, pour que ce soit assez clair. Le cerveau, quoi. Laissez-moi lancer Dry.io. Écoute, sache que tu as payé ton agent pour arriver ici, là, tu suis la formation parce que tu as déboursé une grosse somme d'argent. Déjà, il faut qu'on souligne ça. C'est pas donné à n'importe qui. Donc, mon objectif, c'est que tu comprennes. Si tu n'as pas compris, ça veut dire que j'ai perdu mon temps. Et je n'aime pas perdre mon temps. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Oui. On va se dire que voici notre bonhomme qui est un client. C'est Mohamed ici, là. C'est Pempe Mohamed. Voilà. Voilà, c'est Mohamed. Et déjà, Mohamed qui suit la formation avec nous, c'est, on peut dire quoi? C'est mon petit frère. Donc, il est comme un petit frère pour moi. Ici, nous avons Mohamed qui décide de partir sur la plateforme et consulte les produits, il ajoute au panier. Après, il dit qu'il a trop d'argent. C'est le temps des fêtes. Il veut offrir les cadeaux à ses petits frères, ses petites soeurs, sa dame, tout ça là. Dès qu'il consulte, il clique, il appuie sur le bouton Create Order. Dès qu'il crée l'ordre, le message doit être placé dans ce qu'on appelle une file d'attente. Ça va être placé dans une file d'attente. On va incliner ça comme ceci là. Voici la file d'attente. Le message doit être placé au niveau d'ici là. Donc, attendez, je mets d'abord. Je vais créer ce qu'on appelle, je vais délimiter. Vertical container. Voilà. Il va donc créer un message. Mohamed va effectuer une opération qu'on appelle bon, il va faire un publish. C'est lui le publicateur. Il va faire un publish. Qu'est-ce que dit Mohamed? On peut dire le système, le service order. Il va faire un publish. Dès qu'il a fait un publish, le publish va arriver au niveau d'ici. On va considérer le cercle ici là comme l'exchange. Et dans l'exchange maintenant, nous avons les files d'attente. Je vais mettre les files d'attente sur ce format-ci pour que ce soit un peu plus éditable. On va dire que nous avons Q1. Voilà. Et juste là, je vais simplement dupliquer Q3 and Q2. Voilà. Et dépose là. Et dépose. Je supprime le test. Voilà. Voilà. On va dire que ça c'est l'exchange 1. Voilà. Vous comprenez donc là qu'on va créer plusieurs exchanges maintenant. Bon, l'idée de faire le schéma, c'était une très bonne idée, Diallo. Exchange 2. Voilà. Je vais dupliquer aussi ceci. On va dire, ça c'est le service. On va dire, ça c'est, ce sont les services. Ok. Maintenant, au niveau des services, nous allons créer un autre service ici là. Donc, on dit que ça c'est
inventory. Inventory. Microservices. Oui. Et on va dire que ça c'est product microservices. Voilà. Maintenant, c'est bon. Et notre product microservices. Bon, faisons un dernier. Je vais mettre plutôt dernier ici là. Notification. Donc je mets product ici. Voilà. Je mets notification microservices là. Voilà. Let me do it more font. Voilà. C'est bon. J'ai légèrement zoomé pour que ce soit clair. Bon, on va supprimer Mohamed. Hein. Mohamed, je voulais bien travailler avec toi, mais on va te supprimer. Ok. Fin d'attente. Fin d'attente. Exchange. Exchange. Voilà. Lorsque l'utilisateur crée un produit, quand l'administrateur ajoute un produit dans la base de données, ça passe par les chaînes ici là. D'accord? Ça passe par les chaînes ici là. Maintenant, les chaînes ici, il y a maintenant les files d'attente qui ont été bindées avec lui. On va dire que Q1 ici là, on va directement lui donner un nom. On va peut-être l'appeler product. Il met product. Oui, on va peut-être l'appeler product. Oui. Create. Oui, event. On va peut-être l'appeler comme ça là. Product create event. Bon, les laissons même comme ceci. Dès que le message arrive, il est lié à celui-ci. D'accord. Bon, je vais d'abord aller comme ceci. Je mets ça comme cela. Voilà. Voilà les files d'attente. Celui-ci sera lié à celui-ci. Et celui-ci sera lié ici. Et il sera lié ici là. Ici là, il sera lié. Maintenant, les files d'attente ici là, ceux-ci là, sont liés à notification. Celui-ci est aussi lié à notification. La file d'attente ici est liée à inventory. Celui-ci est lié à inventory. Inventory, oui. Bon, on va dire celui-ci est lié à inventory. Et celui-ci est lié à inventory. Voilà. Ok. Donc, plus besoin de mettre même ceci là. Ce sera très compréhensible avec ceci là. Lorsque l'utilisateur crée un produit à ce niveau-ci, dès qu'il crée un produit, le message vient là, ça circule, il arrive au niveau de l'exchange. Alors maintenant, de l'exchange, maintenant il regarde quel type d'exchange est-ce qu'il est question. Si c'est fait mode, il dépose ici, il dépose ici, il dépose ici là rapidement. Il ne veut même pas savoir ce qu'il y a. Il dépose à toutes les files d'attente qui sont liées à lui. Nous avons Q1 ici, Q2, Q2 ici là, qui sont liés à l'échelle ici là. Donc il va déposer ça dans toutes les files d'attente qui sont déposées. Mais si le type d'exchange c'est topic, il va déposer, il va déposer là, il va dire que bon, les files d'attente, ceux qui ont peut-être la clé created order, venez chercher. Ici celui-ci là, created order, il dépose ici là, qui sera envoyé au niveau d'ici là. Au niveau du service inventaire, le service inventaire va maintenant mettre à jour sa base de données. Si vous vous rappelez bien, quand Product crée un message au niveau du service inventaire, on utilisait request pour faire une requête HTTP au niveau du service inventaire pour ajouter le produit. Mais le tout ici là, le produit est plutôt déposé dans une file d'attente qui passe par le point d'entrée. Et dans ce point d'entrée là, qu'est-ce qu'il fait? Il va déposer ça ici là et toutes les files d'attente qui sont bindées ici là, ils vont regarder est-ce que j'ai souscrit à ce monsieur ici là. Oui, si j'ai souscrit à lui, est-ce que le message me concerne? Oui, il récupère. Là c'est quand c'est topic, mais quand c'est
fait note, il envoie, c'est fait note, il envoie partout. Maintenant, quand c'est direct, il regarde exactement si c'est created.order. Tous ceux qui ont created order vont aller chercher. Alors qu'avec Topic, s'il y a created order cancel, il va quand même aller chercher. Vous voyez un peu? Donc, avec Topic, qui est ceci, on va l'appeler Topic, comme ceci là. La file d'attente est de ce type-ci là. C'est du type, on va mettre created là comme exemple. Created là, on met point et on met dièse. Quand il y a l'étoile, on met d'abord l'étoile. Quand il y a l'étoile, ça veut dire que après ça, on veut un seul élément. Mais quand c'est dièse, ça veut dire qu'il peut avoir deux éléments après ça. Donc, created, order, cancel. Quand c'est dièse. Vous voyez un peu? Ça veut dire que celui-ci marche avec Topic. Mais direct, ça va être exactement ça. Voilà les files d'attente. Maintenant, quand le service inventory, où est le service order? On n'a pas mis order. On va transformer celui-ci en order. Quand le service, là voilà, order. Quand le service order, lui, crée un produit, déjà, il va déposer ceci au niveau de l'exchange. Il va choisir entre les deux exchanges là en fonction de celui qui est déclaré. S'il a été déclaré dans l'exchange là, il va déposer la file d'attente au niveau d'ici là. Maintenant, si ce exchange là permet seulement de mettre à jour celui-ci là et que le exchange permet d'envoyer les notifications, ça veut dire qu'au niveau des orders, on peut se dire que on envoie le message au niveau d'ici et un message au niveau d'ici là. Le message qui vient au niveau d'ici là va consister à mettre le stock à jour. Si on a acheté 2 produits et qu'au niveau du stock il manquait 5 produits, on fait 5 moins 2, ça met à jour le stock. Maintenant, celui-ci là permet d'envoyer la notification. S'il permet de faire cela, ça veut dire qu'on va déposer le message au niveau d'ici là et il va donc envoyer au fil d'attente qui sont au niveau des, qui ont souscrit au niveau des orders et puis il va envoyer la notification sans problème. Voilà un peu comment cela fonctionne. Je pense qu'au niveau du code, on va un peu plus pratiquer et ça peut faire en sorte qu'on puisse comprendre ce que nous voulons faire. Est-ce que jusque là vous avez encore un peu de questions? Je sais que c'est toujours flou, c'est une nouvelle connaissance, c'est une nouvelle chose que vous êtes en train de voir, mais rassurez-vous que la communication asynchrone est vraiment capitale au niveau d'un microservice. C'est vraiment ça l'essence même du découplage. Donc éviter le couplage fort entre services. Bon, est-ce qu'on peut quand même un peu avancer? Et puis, parce qu'il faut qu'on code aujourd'hui, on ne va pas toujours faire la théorie et puis on se sépare. On va quand même un peu coder. Moi, carrément, aujourd'hui, je vais un peu coder. Vous voyez un peu? Donc, j'ai cette envie-là. Maintenant, je vais venir au niveau du service produit. Et je viens dans API, où je peux rester juste directement ici, là, je commence à travailler. Donc, je vais rester une fois là, je vais commencer à travailler. Pas besoin de partir au niveau de la version et tout ça. Je vais rester ici, là, et je vais créer un nouveau fichier. Donc, je vais me rassurer que ce soit un fichier Python. Je peux l'appeler RabbitMQ, hein. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler Broker ou bien Publisher, ça dépend de vous. Donc, je vais l'appeler RabbitMQ. Voilà. Je vais l'ajouter directement à Git. La première chose que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer une classe qui va s'appeler RabbitMQ Production. Parce qu'il y a le producteur, donc le producteur et le consommateur. D'accord? Donc, on va dire que à ce niveau, nous avons créé une classe parce que je vais travailler en orientant objet. On pouvait le faire sous forme de fonction, ça devait toujours bien marcher, mais je vais travailler en orientant objet. RabbitMQ, là, je vais mettre producteur. Bon, il n'a pas trop compris ça. Je vais dire que à chaque fois que, comme c'est une classe, ça veut dire que je vais créer l'instance de la classe. À chaque fois que je vais instancer la classe, qu'est-ce que je vais mettre au niveau de la classe? D'accord? Est-ce que l'autre, au fait, quand on dit host, en français c'est quoi? C'est l'adresse IP. Est-ce que l'adresse IP ou le nom de domaine doit changer à chaque fois? Si oui, ça va constamment changer. On va directement le mettre au niveau d'ici là. Mais je vais le mettre ici là. Mais vous pouvez ne pas le mettre ici, hein, ça dépend de vous. Et si le port également peut parfois changer, vous pouvez également définir le port ici là. Donc vous voyez donc que à ce niveau-ci là, on peut définir toute la chaîne de connexion au niveau de RabbitMQ. Ça c'est la bonne pratique. Mais je ne vais pas faire tout ça. Je vais juste laisser Gus être utilisé. Mais ça c'est la bonne pratique, ce que je viens de montrer là. Et on peut même typer, hein, typant. On est payé en typant. Le port sera type entier. Voilà.
Maintenant, à ce niveau, je veux dire que 7 host est égal à host et 7 port sera égal à port. D'accord? Maintenant, host et port aussi là doivent venir au niveau de la configuration, donc au niveau du settings. Donc, je peux dire from django.config import settings. Voilà. Dès que j'ai mis settings, je vais juste venir là. Je vais dire, j'efface. Désolé, sorry. Il vient là, il dit settings. Voilà. Bon, RabbitMQ host. C'est ça qui me plaît sur IntelliJ, c'est là. Sur settings. Voilà. RabbitMQ port. Voilà ce que je viens de définir. D'accord? Maintenant, puisque j'ai défini ça, je vais définir une troisième variable qui est très importante. Je vais mettre self qui est ce qu'on appelle la variable de connexion. Nous avons vu ça lorsqu'on travaille avec Python. Non? Maintenant, on doit utiliser Pika. Déjà, au préalable, il faut installer Pika au niveau de votre système. Nous, on l'a déjà installé. D'accord? Donc, je vais mettre la blocking connection. Maintenant, au niveau des blocking connection, on se rebranche encore sur l'objet Pika. Dans Pika, maintenant, on dit connection parameters. Là, c'est pour mettre les paramètres de connexion que nous avons définis au niveau du constructeur. Maintenant, au niveau du port, je vais le laisser vide parce que je vais utiliser le port par défaut. Utiliser le port par défaut. Donc, je suis original. Mais si vous avez peut-être un nouvel utilisateur que vous avez créé, comme vous avez vu au niveau de l'admin, vous allez définir toutes ces entrées-là ici, là, ou bien vous pouvez définir les entrées-là directement au niveau de self. Si les entrées ne doivent pas changer, vous n'êtes pas obligé de le prendre au niveau du constructeur. Vous pouvez juste mettre le port et l'autre au niveau du constructeur. Et vous venez ici, là, vous faites un self.user. Comme ceci là, vous définissez directement le nom d'utilisateur. Ou bien vous pouvez directement l'importer au niveau de RabbitMQ user. Voilà, on va mettre même password comme ceci là. D'accord? Mais on ne va pas l'utiliser ici là. Ça, je vais vous montrer juste les bonnes pratiques. Puisque j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais par la suite? Je déclare encore une nouvelle variable qui est ce qu'on appelle l'exchange. Self. Bon, je déclare d'abord channel, c'est obligatoire. Je me connecte maintenant au canal. Dès que je suis connecté au canal, je peux maintenant déclarer l'exchange et je peux maintenant déclarer la file d'attente. Je commence d'abord par déclarer l'exchange. Je vais mettre self. Ici là, je vais mettre channel. Non, pas channel. Oui, c'est channel d'abord. La variable que je viens de créer. Channel, oui. Pour déclare. Pas Q déclare, exchange déclare. J'ai déclaré l'exchange. Au niveau de l'exchange, il me propose d'aller récupérer l'exchange au niveau de ma configuration. Mais comme je connais l'exchange que je vais mettre, j'ai raté exchange. Ça, c'est catastrophique. Maintenant, voilà l'exchange que je vais mettre. Pour éviter les lignes très longues de plus de 78 caractères, la Fleck 8 va commencer à s'effacer. Donc je vais je vais déclarer mes variables comme ceci là. Donc je peux mettre au niveau de l'exchange là, ça c'est le produit, non? Voilà, je vais dire product, je peux l'appeler product comme ceci là. Ça c'est le service produit, je peux l'appeler product event. Voilà l'exchange que j'ai créé, product event. Maintenant, puisque j'ai créé, puisque c'est plusieurs événements qui seront placés, je mets le S. Maintenant, ici, là, il faut maintenant déclarer le type d'exchange. Exchange type. C'est topic, c'est framework, c'est direct. Ici, je vais mettre topic ou je peux mettre direct, mais je vais laisser topic comme ceci là. Parce que quand on crée le produit, c'est un seul service qui publie le message dans une file d'attente pour un seul service qui est le service inventory, pour qui crée ça au niveau des inventory. Je vais laisser topic comme ça là. Mais là, même direct peut aussi marcher. D'accord? Maintenant, il faut que, même si je redémarre mon serveur RabbitMQ, qu'il puisse persister les messages au niveau du disque dur. Par exemple, là, que je mets durable à trop. Là, nous venons de faire ce qui a été fait au niveau de l'interface d'utilisation là. Nous venons de faire ce qui a été fait ici là. Voilà ça, vous donnez le nom, vous choisissez le type. Nous avons choisi topic, durable, trop, et puis on dit add create. C'est ça que nous venons de faire comme ça là. C'est ça. Donc vous voyez comment les choses sont un peu plus nice, non?
Bon, déjà, on va revenir au niveau d'ici là. Dès qu'on fait ça maintenant, on a déclaré. Maintenant, il faut aussi déclarer la file d'attente. C'est très important. J'ai oublié la file d'attente. Pour déclarer la file d'attente, on fait la même chose. On va faire un self pour déclare Q. Q déclare, exchange déclare pour l'exchange et Q pour la file d'attente. Maintenant, au niveau de la file d'attente, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais dire que au niveau de la file d'attente, j'aurai un truc comme je peux mettre quoi? Product, voilà, pour create it, voilà. Ça, c'est ce que j'ai créé au niveau de la file d'attente. Maintenant, après avoir créé ma file d'attente, je vais maintenant définir ma fonction publish. Il sort d'ici là, je vais dire define publish. Si vous vous rappelez bien, on pouvait faire ça directement pour le message. On fait channel.publish. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La raison pour laquelle on a défini la connexion dans le constructeur self-ci parce qu'on devait l'appeler ailleurs. Maintenant, on va se dire que à ce niveau, on va faire un self.channel basic publish. Qu'est-ce que nous voulons publier? D'accord. Au niveau des exchange, on va venir là, exchange, product event. Ce sera le même exchange qui sera à ce niveau-ci là. On met la même chose parce que c'est ça que nous voulons. Parce qu'on a créé l'exchange ici là. Maintenant, il faut maintenant le déclarer. Mais est-ce que si on fait comme ceci là, nous n'aurons pas l'exchange? Bon, puisque nous pouvons avoir... Bon, dans ce cas, on a un seul exchange. Mais si vous avez plusieurs exchanges, c'est mieux de passer comme ceci là. Bah, j'ai pensé faire un truc comme ceci là. Bon, vous pouvez essayer ça chez vous pour voir si ça marche. Hein. Fait self channel. Oui. Channel. Voilà. Déclare. Bon, ça ne va pas marcher. Revenons à ce que nous avions. Voilà. Voilà l'exchange que nous avons mis. Maintenant, nous allons mettre maintenant la clé de routage. Routing key. Dans un premier temps, je vais dire que j'ai mon routing key. Je ne mets pas encore le routing key. Le routing key sera mis au niveau de l'utilisation. Oui, est-ce qu'il y a une question? Plus, vous savez, plus le temps passe, la question qu'on m'a dérangé. Parce que si on doit vraiment bien travailler, c'est mieux de travailler en journée. Ou bien travailler très tard la nuit. Déjà 4 h du matin, tout ça là. Là, la connexion est très fluide à l'instant là. Mais actuellement, ce serait un peu... Bon, ceux que je peux franchement enseigner sans avoir des problèmes, c'est ceux qui sont peut-être en Chine, au Canada, aux États-Unis, tout ça. Que le fuseau aurait carrément décalé là. Bon, continuons. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui. D'accord. Oui, moi je... Oui, oui. Maintenant, au niveau d'ici là, je suis sûr que nous sommes coupés là où... Pardon, avec le micro chez vous. Nous sommes coupés au niveau d'ici là, quand il fallait faire le publish ici là. Ici, au niveau du publish, il y a le message que nous devons passer dans la publication. D'accord? Mais au lieu de mettre ma clé de routage comme ceci là, parce que j'ai précisé que au niveau de exchange ici là, product exchange, il faut mettre la même clé que vous avez mis au niveau des exchange ici là. Mettez la même chose. D'accord? Parce que vous pouvez avoir plusieurs exchanges. Vous pouvez publier les messages différents dans des exchanges différents. D'accord? Donc, raison pour laquelle, au niveau d'ici, j'ai mis product.created. Mais product.created là, j'aimerais le passer ici là d'une manière, disons quoi, en paramètre, vous voyez un peu, pour que c'est au niveau de l'appel de cette fonction ici là, que je puisse définir quelle est la clé que je souhaite mettre. Donc, je vais mettre là, routing key, qui sera une chaîne de caractères. Au niveau de routing key, je vais maintenant remplacer la clé que j'ai mis ici en du par routing key. Voilà. Après avoir mis routing key, il y a un nouveau truc qui s'appelle body. Body ici prend le message que je vais passer. Ici là, ça consiste à publier donc l'instance d'un produit au niveau du service inventory. Et pour publier l'instance là, quand je parle d'instance, si je reviens au niveau d'ici, dans API, je viens dans version 1, je viens dans inventory. Voilà, voilà l'instance d'un produit.
Vous voyez un peu. Ou bien vous pouvez venir au niveau du modèle, vous récupérez la classe, voilà l'instance d'un produit. C'est ça qui sera publié au niveau du truc. Mais on a bien dit que au niveau du produit, on publie uniquement l'ID du produit, on publie également sa quantité et son prix. Voilà tout ce qui nous intéressait. C'est ça que nous avons appelé au niveau du request ici là pour faire la communication synchrone avec en HTTP. Donc si je reviens au niveau de ce que j'ai là, je vais chercher aisément mon RabbitMQ. Voilà, je ferme. Voilà, je suis dans mon RabbitMQ. Maintenant, pour envoyer le message, je dois me rassurer que le message est du type JSON. Soit je mets pas, je gêne ici là, je vais sérialiser au niveau de la partie métier. Soit j'ai fait la sérialisation ici là via JSON. D'accord. Étant donné que je n'ai pas créé un modèle de sérialisation avec Django REST Framework pour le inventory service ici là, donc je vais utiliser JSON. Mais si en un instant, je voulais envoyer complètement produit, donc complètement l'instance de produit, je voulais envoyer tout ce modèle ici là. D'accord. Si je voulais envoyer tous les éléments ici là, je devais juste venir au niveau de la sérialisation ici là. N'oubliez pas qu'on a fait un product sérialisé ici là. Il devait sérialiser l'élément ici là avant d'envoyer. Et en sérialisant maintenant, ça devait être plus facile maintenant pour moi de l'envoyer. Vous voyez un peu. Mais puisque nous n'avons pas une sérialisation qui sérialise inventory, on va utiliser l'objet JSON qui est derrière même la sérialisation des REST framework. Donc au niveau d'ici là, au lieu d'envoyer le message, je vais utiliser l'objet JSON qui vient de la librairie standard et fait .doms. Quand je dis .doms, j'utilise DOM avec S. Rassurez-vous que vous avez importé JSON depuis la librairie standard. Et fait .doms, là il va sérialiser le message. Ça veut dire que je vais seulement m'occuper à envoyer un dictionnaire et il va sérialiser ça à ma place. Maintenant, au niveau d'ici là, il y a property ici là qui est très important. Property, je mets plutôt sur Pika. Ici là, je mets basic property et je mets là delivery mode. Je mets à 2. Quand je mets à 2 comme ça, ça veut dire que je veux que ce soit persisté. Même si le consommateur consomme, en consommant, il échoue, il y a les erreurs, que le message ne soit pas supprimé dans la file d'attente. Il doit persister dans la file d'attente. D'accord? Et après, maintenant, j'ai défini la dernière fonction qui va me permettre, je vais dire define, qui sera un close. Et dans ce close là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire self.connection.close. Voilà comment je viens de rédiger en quelques lignes tout ce que nous avons fait au niveau du GUI là. Vous voyez un peu? C'est un peu ça les gars, au niveau du GUI. Donc la première chose c'est quoi? À ce niveau là, j'ai défini les paramètres des connexions. J'ai créé la connexion. Dès que j'ai créé la connexion avec ça, j'ai dit donc que le channel sera égal à quoi? J'ai créé donc un channel. Dans ce channel, j'ai créé l'exchange. Voilà donc l'exchange que j'ai créé. Quand j'ai créé maintenant l'exchange, j'ai créé maintenant la file d'attente. Q declare. Quand j'ai créé la file d'attente, voilà la file d'attente que j'ai créée ici là. Dès que j'ai créé la file d'attente, je peux maintenant donc publier le message dans la file d'attente. Et pour publier le message dans la file d'attente, je vais utiliser basic publish. Je précise dans quel exchange je vais publier, ceci ou ceci là. On connaît que c'est ceci là que je vais publier. Dès qu'il a publié, maintenant je mets la clé de routage pour préciser parmi les files d'attente ici là, quels sont ceux qui vont lire le message que j'ai envoyé. Dès que je fais ça, les gars, je passe dans le message que je veux envoyer. Je dis donc au niveau de mon body, je veux que tu récupères l'ID du produit, la quantité et le prix. Et tu convertis ça en JSON, tu publies dans la file d'attente. Dès que tu as publié au niveau de la file d'attente, celui-ci là doit récupérer ça, il va consommer et mettre à jour ces éléments. Voilà ce que je viens de faire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire là avant que nous ne puissions continuer dans ce que nous sommes en train de faire? Bon, puisqu'il n'y a pas, je vais continuer. Au niveau maintenant, puisque j'ai fait ça, j'ai juste configuré les choses, tout, c'est plutôt bien. Mais actuellement, rien n'a encore été fait. N'oubliez même pas qu'il y a le RabbitMQ aussi là qui fait mettre, il y a le port aussi qui fait mettre et tout ça. Mais comme nous on peut utiliser le port, ça veut dire que je vais configurer seulement celui-ci au niveau de mon setting. Donc surtout, si ça génère des erreurs, rappelez-moi, je vais regarder ça. Il peut être en train de chercher ailleurs alors que le problème ne vient pas de là. Maintenant, je vais aller au niveau de ma partie métier. Je pars dans Product. Je pars dans Product Services.
Non, ça c'est l'interface. Je ne sais pas où j'avais implémenté l'interface. C'est ici là que nous avions implémenté l'interface. Parce que nous ne sommes même pas appuyés sur le système. Voilà. Voici, ça c'est get. Ça c'est pour créer un produit. Dans cette fonction-ci, je vais un peu zoomer. Permettez que je zoome un peu. Dans cette fonction-ci là, nous avons data qui est reçu depuis le front-end. Ça peut être React. Bon, généralement ça peut être React ou bien Postman. Dès qu'il a reçu, il vient d'abord dans catégorie, c'est reçu, donc la catégorie qui est entrée existe. Dès que la catégorie existe, puisque nous ne pouvons pas créer un produit si nous n'avons pas déjà sa catégorie. On récupère le nom, on récupère la description, le stock et price. Mais je vous ai dit que vous pouvez utiliser étoile data pour faire ce qu'on appelle l'unpacking. Et dès que vous avez fait l'unpacking, et vous allez obtenir tout ce que vous voulez. Maintenant, vous venez dans product, vous faites product.object.create. Voilà donc la partie qui permet donc de pouvoir créer le produit. Vous voyez un peu? C'est ici, là, c'est celui-ci qui crée le produit. Dès qu'il a créé le produit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il appelle Inventory Services. Le Inventory Services, là, c'était ce monsieur-là que nous avons vu tout à l'heure, là. Inventory Services, c'était ce monsieur-ci, là. C'est celui qui permettait de pouvoir faire un post. Il fait un post au niveau du service produit. Mais sauf que au niveau du service produit, si le service produit est éteint, ça ne va pas marcher. On va vous dire qu'il y a l'erreur. Parce que c'était le couplage fort. On a utilisé la communication synchrone. Maintenant, à ce niveau, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la communication asynchrone. Encore en anglais, si vous voyez peut-être dans les bouquins, asynchronous communication. Le que on avait fait, c'était synchronous communication. Maintenant, ici, nous allons venir au niveau d'ici là. On va mettre ça en commentaire parce que ce n'est plus trop utile. Le print également, on va le commenter. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va instancier notre classe RabbitMQ. On va dire que nous aurons un producteur qui sera égal à quoi? RabbitMQ producteur. Voilà. Maintenant, au niveau du constructeur, j'ai dit que je devais travailler seulement avec l'autre. D'accord? J'ai dit que je devais travailler seulement avec l'autre. Maintenant, je suis obligé de préciser l'autre ici là. D'accord? Maintenant, il faut que l'autre ici là, que je précise ici là, soit également dans un fichier de configuration que nous avons défini ici là, qui est .1.dev. Mais je m'en fous. Mais à votre niveau, mettez ça. C'est la bonne pratique. Vous mettez cela pour que demain, si l'autre change, dès que vous allez changer l'autre ici là, vous allez changer partout. Ou bien, vous pouvez faire de telle manière que au niveau de la configuration de RabbitMQ, au niveau d'ici, voilà, au niveau d'ici là, vous ne mettez même pas l'autre. Vous ne mettez pas le port, mais vous venez directement l'instancier à ce niveau-ci là, comme nous venons de faire là. Voilà, je dis comme ceci là. Vous ne mettez pas l'autre, vous ne mettez pas le port. Ça veut dire que il va changer sur une seule place seulement. Il ne va plus changer à quelque part. Donc si vous modifiez ce fichier de développement ci, vous allez modifier ça. Parce que le fichier de développement ci là, ce sera localhost. Mais dès que nous allons déployer ça dans Kubernetes, ce sera plus localhost. Nous allons utiliser un nom des domaines en utilisant le DNS. Vous voyez que là ça devient différent parce que là nous avons .inf.dev. Maintenant nous avons .inf.test, .inf.production. C'est ça. Ou bien le staging aussi, parce que nous allons faire le staging, nous allons faire la production. Je vais revenir au niveau d'ici là, puisque j'ai annulé le code, j'ai annulé ce que je faisais là. Je viens dans Inventory, voilà, Product Services là. Là, je vais instancier, je ne peux plus rien mettre au niveau du constructeur, puisque mon constructeur n'est pas rien. Maintenant, au niveau du producteur, je vais dire que essaie, parce que rien ne me garantit que ça va marcher. Vous voyez un peu, parce qu'on veut déposer dans une file d'attente. La file d'attente peut ne pas exister. D'accord? Je vais dire, essaie de déposer quoi? Le message. Le message sera égal à... qu'est-ce que je mets là? Je vais mettre... on déposait quoi au niveau du message même? Inventory.product. On déposait product. Et dès qu'on déposait product ici là, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, j'aime trop la paresse. Alors que je peux directement écrire ça. Maintenant c'est la product ID. Il vient au niveau des products là qui a été créé par la méthode qui permet, voilà, qui permet de créer le produit. Il récupère l'ID. Je vous ai dit que vous pouvez utiliser l'ID ou bien piquer. Piquer, quel que soit l'ID que vous avez mis au niveau de votre truc, ça va directement reconnaître l'ID. Maintenant, après, nous pouvons mettre le stock. Je crois que nous avons appelé ça. C'est stock ou bien c'est quantity. Bon, allons regarder pour en être sûr. Ici, nous avons mis stock. Maintenant, au niveau des inventory, nous avons mis quoi? C'est quantity, non? Bon, on met quantity. Si ça cuit, on va venir changer. Quantity. Et
ici là nous allons faire product point stock, oui, stock comme ceci là, voilà. Et enfin nous avons price, product.price. Voilà donc ce que nous avons au niveau de notre message. Maintenant après try, si ce que en fait j'ai déclaré l'objet, maintenant il faut publier, il vient faire product, voilà, point publish, parce qu'on avait la méthode close et on avait la méthode publish. Je récupère la méthode publish. En premier paramètre j'avais le message, je mets mon message, et en deuxième paramètre j'ai maintenant le routing key. Maintenant dans mon routing key je peux mettre product.created. Voilà ma clé de routage, voilà. Et maintenant je peux dire finally, ou bien je peux faire je vais faire un except. Voilà, je vais faire un except dans la mesure où les choses ne marchent pas. Except, je vais utiliser la classe générale exception à E. Je vais faire imprint, voilà, exception, ou bien je vais dire error creating, non, publishing product, erreur lors de la création du produit. Je mets 2 points comme ceci là, d'accord. Et n'oublions pas d'utiliser les logs. Je vais venir au niveau, je vais déclarer les logs ici là, mais déclarer les logs directement au niveau de votre settings. Bon, allons dans settings. Chaque fois je vous dis toujours de faire les choses, mais je suis le premier à ne pas respecter les bonnes pratiques. Bon, maintenant au niveau des settings ici là, on va créer dans un log. Donc je vais dire que là je vais créer le log qui sera égal à login. N'oubliez pas que ce sera importé dans la bibliothèque standard de Python, hein. Donc je vais faire comme ceci pour l'importer, import disname, voilà, dans login get logger underscore name, voilà. Maintenant je pouvais utiliser un logger en majuscule ou bon, je vais laisser ainsi. Dès que je fais ça, je reviens au niveau d'ici là, d'accord. Donc je vais dire from depuis Django, from Django pour config pour import settings, voilà. Maintenant j'étais où? Oui, j'étais ici là. Maintenant je vais utiliser un logger, donc je vais dire settings pour logger pour info. Non, ça c'est error, voilà, il y a erreur ou bien l'information, il m'informe sur ce qui se passe. Bon, je mets error, voilà, je mets les mêmes erreurs. S'il a publié le message au niveau d'ici, et s'il a publié le message ici là, je vais mettre settings comme ceci, voilà, pour logger pour info. Et à ce niveau là, je mets product, voilà, product successfully created ou publish it in queue, voilà. Voilà ça, voilà ce qui doit être fait, voilà ce qui doit être fait. Si vous faites pour la mise à jour, vous venez publier la mise à jour ici là. Ici là vous changez seulement create it, vous mettez update it. À ce niveau c'est fini, hein. Donc vous faites, et finally, je mets finally. Oui, finally, c'est mieux de mettre finally parce que de toutes les manières il faut qu'on ferme la connexion. Si ça publie, ça ne publie pas, il faut quand même réussir à fermer la connexion. On va dire que production.close pour que tout se ferme. Les gars, voilà, ça c'est bon.
nous venons actuellement de créer quelque chose qui va permettre de publier les trucs dans la file d'attente. Donc, on va aller démarrer le service. D'abord, on va démarrer le service, essayer de voir comment on va créer les produits et voir si les choses sont publiées dans la file d'attente. Si c'est publié dans la file d'attente, on peut se dire qu'aujourd'hui, si on a fait quelque chose. Bon, ici au niveau d'ici, je vais aller dans mon terminal. Dans mon terminal, je vais lancer, c'était... bon, je crois qu'on avait déjà utilisé Docker, non? Pour pouvoir gérer ça. Donc, je peux utiliser Docker directement. Hey, j'ai oublié de venir configurer ça ici, là. Le setting ici, là. RabbitMQ. RabbitMQ host. Config. Bon, config, c'est là. Je crois que je vous ai montré comment... Pourquoi est-ce qu'on utilise ça, non? Config, c'est là. Bon, je viens ici, là. Au niveau d'ici. Config. Et je mets tout ça déjà en chaîne de caractères, donc pas besoin de mettre en chaîne de caractères. Localhost, voilà. Là il va venir dans le fichier .dev, c'est là, il va lire la configuration et aller injecter au niveau de la configuration là. Donc je crois que tout est plutôt nickel. Donc je vais sauvegarder, je vais faire docker compose up, étant donné que j'ai effectué des modifications au niveau du code, je vais mettre build pour qu'il rebuild encore l'image. S'il perd le temps, on va couper ça, aller lancer ça manuellement. En bas là, politique qui veut déjà installer les dépendances. Bon, en attendant que cela s'installe, mais la connexion ne passe même plus. Allô? La connexion est vraiment très mauvaise. Allô? Oui, bon, on va essayer de... Je sens que les trucs que j'ai... En fait, oui, allô? Je m'aperçois que les trucs que j'ai expliqués dernièrement, c'est là où vous n'avez pas carrément compris. Bon, dites-moi là où la connexion a eu à s'arrêter chez vous. On n'entend pas. Dites-moi là où la connexion a lâché chez vous. Oui, Mohamed, dites-moi là où vous vous êtes arrêté, où vous avez perdu mon partage. Allô? Oui.
On était prêt à lancer Docker pour pouvoir tester. D'accord, ça veut dire que c'est un ballon. Bon, j'ai lancé Docker, apparemment c'est comme c'est Docker qui a mis arrêté la connexion, donc on s'en fout de Docker, on va lancer ça directement. Donc on va dire Python manage.py, on run server. Maintenant le serveur a été démarré parfois sur quel port là? Bon, on s'en fout. 9500. Qu'est-ce qui se passe? Django secret key not found. Ah oui, puisqu'on a utilisé config pour pouvoir le récupérer. Mais techniquement, il devrait avoir la possibilité de pouvoir bon, je lance encore un peu pour voir. Entre temps, je serai avec vous pour voir si ça va pas encore ou pas. Mais par contre, si on utilisait .env, ça ne devrait pas déranger. .env devait directement charger ça, on devait utiliser os.machin là. Parce que quand je vois là, j'ai vraiment l'appareil qui dit qu'il veut modifier tout ce qui était fait là. Donc on va un peu patienter que Docker puisse compile ça, il compile tout et puis il lance. Là, nous verrons quoi faire. Mais quand même, je pense que le code est plutôt bien fait. Sauf s'il y a des trucs que j'ai omis. Parce qu'on dit toujours qu'on n'est jamais parfait. On fait des erreurs de temps en temps. Mais je crois quand même que le code est bien fait. Bon, j'ai une question là, je ne sais pas si j'ai anticipé. C'est quand on dépose les messages dans la file d'attente, est-ce que si moi j'ai besoin d'utiliser ça, il y a un événement qui est lancé pour que moi je sois au courant qu'il y a un message dans la file d'attente? Il y a le machin monitoring. Le monitoring, c'est pour voir, un peu comme on a vu au niveau du graphe là. Mais moi, j'ai jamais quand même eu à configurer le monitoring là pour être informé si un message est dans la file d'attente ou pas. Mais le monitoring, en réalité, Ok. son rôle, c'est de pouvoir voir les messages qui sont dans la file d'attente, il y a combien de messages dans la file d'attente, et on peut même voir le message qui est dans la file d'attente. Alors, regardez, si vous vous rappelez le message qu'on avait envoyé là, on était ici. Bon, on va choisir celui-ci. On va aller publier un message. Bon, il va publier parce qu'on n'a pas mis de message. On va se dire que nous avons un truc comme ceci. Message au MSG. Oui. Et on va dire salut le monde. Parce que vous pouvez bien voir le contenu du message qui a été publié. Et après, je ferme mon accolade là. Voilà le message que je vais publier. Je dis publish. Il dit quoi? Ah, la clé de routage, ça n'existe pas. Order create. Je publie. Voilà, il a publié le message. Je viens maintenant dans Q. D'accord. Et clique ici. Voilà le message. Il peut voir ici là qu'il y a un seul message. Ready. Donc, si je viens ici là sur get message. Get message. Non, ici là ça permettait de pouvoir. Il y a un truc là, push. Binding. Non. Conçu. Get message.
il y a un endroit là où je peux voir les messages. Bon, ça c'est les métriques en temps réel. Push, delete, move. Et c'est plus là où il y a l'endroit là. Il y a un endroit où vous pouvez carrément voir le message qui a été un peu dans Overview. Overview. Connection, non. Non. Je ne me rappelle plus là où on voit le message. C'est possible de lire le message même. Lire le message qui était déposé dans la file d'attente. C'est possible de le voir. Mais j'ai carrément oublié là où est-ce qu'on le voit. Mais je vais chercher ça. Les choses sont bien. Là, et puis, tu te rends compte qu'il y a certains trucs que tu dois réviser constamment pour rester update. Carrément. Bon, si j'avais commencé à modifier les trucs, là, ça devait déjà finir. Le truc c'est que au niveau des Docker, ça veut dire que je dois encore travailler encore au niveau du Docker après. Bon, on va faire un truc. Oui, on va faire un truc. Ce que je vais faire c'est quoi? Je vais faire un git add, je vais tout ajouter. Git commit-m. Ok. Publish message. Voilà. Maintenant, après, quand je vais modifier, démarrer mon serveur, je vais juste rentrer, essayer de changer tout ce qui est ici là. Est-ce que j'ai .env installé dans mon environnement? Poetry. J'ai Pika, mais je n'ai pas .env. Poetry at Python .env. C'est ça, non? Voilà. Il a ajouté .env. Et c'est pas pourquoi l'autre ça prend autant de temps. Normalement, il est censé aller très vite, même parce que là, je vais revenir au niveau d'ici, au niveau du settings. Je vais revenir au niveau du settings. Import.env. Là, je vais carrément faire un .env pour l'autre .env. Maintenant, ici là, je vais dire OS pour get environment.
database URL. Oui, SICOP n'a pas été lancé. Le problème c'est que au niveau d'ici là, utiliser la base de données pour SQL. Et pour SQL, pour qu'il lance, il faut que Docker lance. Et Docker n'est pas en train de vouloir démarrer. Donc du coup, je vais supprimer la base de données pour SQL. Et je vais me connecter à la base de données. Pourtant, c'était plutôt bien. Voilà. Quelle est encore la configuration de SQLite là? Voilà, base de données était lancée. Il va du serveur, on me demande de contacter l'administrateur. C'est que ça. Comment la clé secrète a encore été est encore nulle? Python dot Je crois qu'on va devoir même importer le fichier
le fichier où on garde le fichier inf là, depuis le setting. Parce que je passe à essayer de charger ces fichiers et ça ne trouve pas, raison pour laquelle ça envoie le secret qui est un tiers. J'ai importé ici l'autre. On peut préciser le chemin. On peut préciser le chemin. On peut préciser le chemin. Je vois un truc comme ça ici là. Bon. Il disait qu'on peut mettre le chemin en chaîne de caractères ou bien en PAF. Mais je crois que nous allons utiliser PAF, c'est là. BSD. BSD parent. Nous allons utiliser BSD. Tout ça, c'est d'autres qui me mettent des problèmes comme ça. Parce que moi, je suis carrément habitué à... Il a pu créer. Mais sauf qu'il prend une éternité pour pouvoir installer les dépendances. Donc, BSD slash .dev. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà. Tout bon. Connexion repartie. Allô? Oui, allô. Je crois que la connexion nous a encore dérangé. Bon, est-ce que vous voyez mon partage actuellement là? Allô? Dites-moi si vous voyez mon partage. Hein? Allô, on n'entend pas. Hein. La voix est partie. Allô? Allô? Oui, c'est bon. Donc du coup, comme on a réglé le problème ici là, on a utilisé BSD et on a pu charger le fichier ici là. On a pu charger le fichier et puis ça a démarré. Et comme ça a démarré, tout ça au niveau des Swagger. Dans Swagger, on peut voir la liste des produits. Donc try it, execute. Là on a 200, ça veut dire que ça marche bien au niveau des Swagger. Et si on fait un post, c'est ici là qui nous intéresse. Try it.
Oui, la fois passée, je crois qu'on a eu ce problème-là. Et j'ai dit que je devais essayer de chercher ça, je n'ai pas cherché. Pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas les éléments dans le body? On voit les champs pour créer. Donc, c'est... En fait, on a l'impression que le DTO n'est pas chargé. Alors, si on fait comme ça, ça va donner le 400 plus qu'il y a des champs qui n'existent pas. Donc, je vais de ce fait utiliser Postman. Est-ce qu'au niveau des... Ou bien je peux un peu dans Django SVM pour voir. « 9500 API slash version 1 slash product ». Oui, au niveau d'ici là, on va faire un create à partir d'ici là. Bon. iPhone 17 Pro. Oui. La description, je mets la même chose. iPhone 17 Pro. Le prix, je mets 34,09. Catégorie, je vais me dire que c'est la catégorie 1. Bon, voilà les informations pour créer un produit. Je ne sais pas si j'ai augmenté. Il y a le stock. Bon, on sait que par défaut, le stock, c'est 1. Stock. On va mettre le stock. Bon. Par défaut, le stock, c'est 1. On va envoyer comme ça. Faisons un post. Et ouais. Bon, récupérons ceci. Le nom n'est pas fermé par l'écoute. D'accord. iPhone 17 Pro. Slow. iPhone 17 Pro. Bon, je crois que le slow n'était pas obligatoire. Oui. Description. Oui, le prix, on laisse le prix comme ceci. Catégorie. On envoie. Le plus important, c'est que ça marche. On dit settings has not RabbitMQ port. Voilà. Maintenant, au niveau des settings, on voit là où nous avons m'aider. OS. Ah, d'accord. RabbitMQ user RabbitMQ password host RabbitMQ voilà. Je vais actualiser. Voilà, il a créé iPhone 17, non? Voilà ça. Il a créé iPhone 17. Quantité 10. Alors regardez si cela a été déposé dans la file d'attente. Voilà un message que nous avons au niveau de la file d'attente. C'est bon? Ce que je ne sais pas où, regardez ça. Bon, créons un deuxième message. Là, si ça monte à 2, ça veut dire que ce sera su. Créons un deuxième message. On va prendre React 18 là. On retire l'ID. React 18 book PDF. React 18 PDF. Oui, catégorie. Oui, stock 80. On dit quoi?
On dit product created in virtual host receive false, but current is true. Ok. Venons ici là. Regardons là où nous avons déclaré la file d'attente. Où est la file d'attente? C'était RabbitMQTC, oui. Voilà. On va mettre ça à trop. Et puis on va essayer. Bon. On va créer maintenant Django Boxy là. J'espère que cette fois-ci nous n'aurons pas d'erreur. Django Book 5. Django Book -5. Oui. Je vais laisser les choses intactes. Mais c'est là peut-être 20 ou bien 10. Et nous, ouais, à chaque fois. Apparemment, c'est comme si quand ça rafraîchit, il faut couper le serveur et relancer encore. Parce que vous voyez à chaque fois qu'il y a un problème, mais quand on actualise, ça marche. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'il faut couper, quand il y a un problème, il faut couper le serveur et relancer. Et de préférence, renseigner tous les champs qui doivent être renseignés. Maintenant, venons au niveau de la file d'attente. Ça, c'est Order Create. Ça, c'est Product Created. Si on actualise, mais ça, Product Created. L'exchange, où sont les exchanges d'abord? Exchange. Oui, voilà. Product Event. Oui, dans Product Event, il nous montre. Oui, mais comment ça se fait qu'on n'a pas bindé? Techniquement, on devait voir la file d'attente qui a été bindée ici là. Mais là, je ne vois absolument rien. Mohamed. Bon, allons binder. Peut-être c'est l'une des raisons. Bon, les problèmes de settings là, c'est même pas vraiment ça. C'est l'une des raisons. Bon, les problèmes de settings là, c'est pas vraiment ça. Ah, d'accord. Donc, on va dire channel. Voilà, d'accord. Essaye de fermer ton micro. Donc, on va dire Q bind. Maintenant, dans Q bind, on va mettre l'exchange. Voilà, product event. Et on va mettre la file d'attente. Product created. D'accord. Et la clé de routage. Oui, on va mettre la même clé de routage. Product created. Ou on va dire, bon, product created. Non, on avait mis. Ça, c'est la file d'attente. Bon, on va changer des files d'attente. Des files d'attente. On va dire product created comme ceci. Il avait le underscore. Ici, là, voilà. File d'attente, product created. Dans la clé de routage, c'est product.created. Bon, c'est bon ainsi. Je coupe mon serveur, je relance, je viens dans RabbitMQ. Voilà, je vais actualiser. Maintenant, je vais essayer d'envoyer un message au fait. Six. Là, on voit ça, c'est product 6K. Bon, maintenant au niveau de RabbitMQ, voilà, nous avons deux messages maintenant. Maintenant dans Exchange, voilà, l'exchange c'est Product Event. Si on met dans Product Event, vous voyez, il a tout configuré. Product Created, ça marche plutôt bien.
Product Created. Ça marche plutôt très bien. Ça marche très bien. Donc, je vais venir au niveau de mon code. Je vais revenir au niveau de mon code où j'ai publié le message là, le logger là. Je mets ça en commentaire. Logger, je mets en commentaire. Et au niveau, oui, j'ai mis en commentaire. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais encore envoyer quelque chose. Là, je retire ça. Je mets plutôt sur -8 ou bien 9. Je mets -9. D'accord. Je publie. Voilà ça qui a été créé. Maintenant, je dois avoir 3 messages dans la file d'attente, techniquement. Si je viens là, au niveau d'ici, voilà le message qui a été mis à jour. D'accord. Donc, si je viens dans Queue, au niveau d'ici, dans Product Created, j'ai 2 messages dans la file d'attente. Oui, c'est bon. Là, c'est nickel. Et dans Exchange, voilà, Exchange, bon. La file d'attente, c'est bon. Ajoutons un dernier produit. Là, ça va augmenter. On peut toujours copier celui qui est ici. Et puis, on le colle là. On va mettre 99 et on lance. Voilà, ça c'est bon. 99, livre 99. Est-ce qu'il était posé dans la file d'attente? On attend 5 secondes pour le rafraîchissement. Voilà, ça c'est monté à 3. Donc, ça marche. Donc, on va se dire qu'on se rencontre. C'est quand, Diallo? On se voit quand? On se voit quand pour implémenter maintenant la partie consommateur? Parce qu'il faut qu'on implémente la partie qui permet de consommer les messages là. Donc, inventory. Parce que inventory à son tour va venir. Il va venir au niveau d'ici. Récupérer là et mettre à jour le service inventaire. Voilà le rôle de inventory. Donc, Diallo, on se voit quand alors? D'accord, d'accord. C'est tout bon pour moi. Bon, mercredi, c'est bon. Tout bon pour moi. Ouais. Maintenant, pour la récupération des messages qui sont stockés là-bas, comment on va le faire? Maintenant, pour la récupération des messages là, on va utiliser maintenant, c'est dans le service inventaire. Le service inventaire qui va se connecter par le service inventaire, Inventory Services. Oui. Il va se connecter à l'exchange ici là, exchange qui est Product Events. Dès qu'il est dans Product Event, il va directement venir lire la file d'attente Product Created ici là. Dès qu'il va lire la file d'attente de Product Created ici, il va récupérer les messages qui sont dans Product Created. C'est comme ça que les messages seront lus. Ok. Maintenant, ça c'est bon. C'est pas instantané. C'est instantané. Le problème est que l'interface il prend 5 secondes pour se rafraîchir, mais RabbitMQ, c'est instantané. L'autre jour, on a fait les tests, tu n'as pas vu en console. Dès qu'on publiait, on recevait ça une fois, non? Oui, c'est instantané. Donc, dès qu'il y a action, mais l'interface, il a mis 5 secondes pour pouvoir se mettre à jour. Mohamed, est-ce que tu as des questions là? Ouais. Ok. Voilà. Si tu n'as pas de questions, c'est pas mercredi. Non, je n'ai pas de questions, monsieur. Bon, mercredi, généralement, comme c'est un jour ouvrable, les gars sont au boulot. Nous sommes obligés de se voir 19h GMT. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun, comme nous, ce sera à 20h. Oui, Diallo, apparemment, tu disais quelque chose. Oui, je disais pour... comment on appelle ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on va implémenter ça après? Oui, oui. Mercredi, ce sera le but, non? Mercredi, on va venir aussi dans Inventory Services là,
implémenter maintenant le consommateur, comme nous avons déjà vu là. Implémenter le consommateur. Dès que le publicateur va publier un message, le consommateur va directement aller lire. Et on va faire maintenant un cas où on va éteindre le service inventaire. Donc le service ne sera pas marche. On va publier les messages. Dès qu'on va démarrer le service inventaire, vous allez voir comment il va mettre sa base de données à jour. Seul. Et on n'a pas besoin de courir après lui. Donc, nous allons voir ça. Et ça sera très super au niveau du service order. Dès que la commande est créée, directement le service inventaire se met à jour. Donc, il y aura un order update qui va permettre de pouvoir mettre à jour le service, le stock du service inventaire. Maintenant, il y aura maintenant un order notification qui va envoyer maintenant la notification au service des notifications. Là, maintenant, on peut choisir, on va utiliser Fairnote, soit on va utiliser toujours Topic. Tu vas voir que ce sera vraiment très cool. Donc, il y a un événement qui se produit, les microservices se mettent à jour automatiquement. Ça, c'est la communication asynchrone, basée sur les fils d'attente. Maintenant, au niveau du service de notification, j'ai dit qu'on va implémenter ça à la fin de la formation. Mais on peut faire de telle manière qu'on implémente sans une base de données. Si on implémente sans la base de données, on va faire de telle manière quand le message vient directement, c'est publié. On peut décider de créer une table. Le message vient, même si on va publier, on stocke d'abord les messages. Dès qu'on stocke les messages, on peut se dire que la notification, ou bien, voilà, on peut se dire que le message là, on ne stocke pas le message, on envoie directement les messages, on ne stocke pas. Mais au niveau d'un service, ça peut être le service des produits, voilà, ça peut être le service d'utilisateur, parce qu'on n'a pas encore créé le service utilisateur aussi. Il faut qu'on gère l'authentification. Dès qu'on va créer l'authentification, on peut se dire que on va implémenter Celery qui va envoyer les mails le jour d'anniversaire de chaque personne. Celery est là. Dès que tu crées ton compte, il sauvegarde ton jour d'anniversaire une fois. Le jour d'anniversaire arrive, il t'envoie le mail. Pour te dire que joyeux anniversaire, tu as peut-être un an aujourd'hui, bon vent, et trucs comme ça, les messages qu'on met souvent là. Parce que je crois que la dernière fois, on s'est dit qu'on devait voir comment utiliser Celery, non? Oui. C'est un peu ça. Vous allez voir le rôle de Celery, ça fonctionne comme un grand job. Et vous allez voir comment il s'intègre bien avec RabbitMQ. Donc c'est comme si ce sont les frères. Bon. Pardon. Si d'ici minuit, je n'ai pas publié la vidéo en ligne, je ne vous ai pas envoyé le lien. Rappelez-moi, parce que dès qu'elle finit là, je vais directement lancer la production de la vidéo et je publie en ligne. Parce qu'il faut que vous essayez de pratiquer ça avant mercredi pour bien avoir les acquis. Ouais, d'accord. Bon, ça, franchement, c'est intéressant ça. Je voulais avoir ça depuis longtemps. Parce que j'ai rencontré un problème comme ça dans une application. Bon, il fallait attendre. Par exemple, il y a un service de messagerie qu'ils utilisent souvent là. Mais quand tu viens envoyer un message, si c'est une seule personne, il n'y a pas de problème. Mais si tu viens envoyer un masse, l'application se bloque d'abord. Tu vas attendre là-bas pendant des heures, des minutes, des heures. C'est en cours. Et tu ne peux pas même ouvrir, sauf si tu ouvres un autre navigateur. Tu vas voir qu'avec RabbitMQ ou Apache Kafka, il y aura une file d'attente. Dans la file d'attente, il y a le message. Dès que le service est disponible, il récupère le message et l'envoie. Et s'il y a même tellement de messages à envoyer ou tellement d'utilisateurs à envoyer, avec Kubernetes, on va créer la réplication. Soit on utilise Kubernetes pour créer la réplication, soit on utilise Nginx. Donc on démarre le service de notification à plusieurs instances. Si on utilise Nginx, on va démarrer à plusieurs instances, mais sauf que le démarrage doit se faire automatiquement. Vous voyez un peu, on va configurer Nginx automatiquement. Alors, doit se faire manuellement, autant pour moi. On va configurer Nginx de manière qui démarre plusieurs instances. Et si on veut supprimer les instances, on va encore revenir au niveau de Nginx, supprimer les instances là. Mais quand on va voir Kubernetes, on va voir comment, dès que le service sent qu'il est surchargé, c'est lui qui estime qu'il est surchargé, il crée les réplications, les instances seules. Dès que le service est libre, il supprime les instances. Donc, raison pour laquelle je vous ai dit que cette formation-ci là va coûter minimum 200 000 en mai. Pour l'application du service des banques que j'ai dit qu'il y aura les guichets automatiques et tout ça là, parce que ce sera une application un peu plus complexe et avec tellement de choses à voir comme la formation-ci là, mais ça va coûter un peu plus cher.
Donc, je peux dire que vous êtes la promotion qui avait eu la chance. Ouais. Ah, quand même. Ce qu'on est en train de voir là, c'est des choses, franchement, absolument. Oui, pardon, tu disais? Oui, j'ai dit, ce qu'on est en train de voir là, c'est des... Non. Nous sommes encore dans les prérequis. Parce que dès qu'on va finir ceci là, dès qu'on va finir ça, au niveau de la communication asynchrone, on va utiliser maintenant, on va mettre sur pied un service, un registre service pour enregistrer chaque service quand le service démarre. Tu vois? Donc dès qu'on va mettre ça, les adresses maintenant ne seront plus d'une manière endue. Donc ce sera dynamique. Oui. Quand un service démarre, il a son adresse IP à lui. Et ce sera enregistré dans une table et tout ça sera dynamique. Dès qu'on va voir ça, on va maintenant mettre sur pied maintenant le CI/CD. C'est très important. Vous allez voir quelle est la puissance du CI/CD. Et dès qu'on va mettre le CI/CD, on va connaître comment utiliser le CI/CD. À chaque étape, maintenant, on va maintenant ajouter les étapes de développement. Parce que nous sommes encore au niveau de la partie code. C'est vrai, on a fait les tests. Parce qu'il faut que dès qu'on a fini de modifier quelque chose là, une fonction, on a ajouté une grosse fonctionnalité. Dès qu'on fait git add, git commit, après dès qu'on va faire un git push pour mettre ça au niveau du repo, que le CI/CD puisse écouter le repo, récupère le push qu'on a fait. Donc on va mettre ce qu'on appelle les webhooks. Il récupère ça. Il lance les tests unitaires seuls. Personne n'est là pour lancer les tests unitaires seuls. Lance les tests unitaires seuls. Dès que les tests unitaires passent directement, parce que nous ne sommes pas en Java. Si on est en Java, il va maintenant builder. Comme on a utilisé Kubernetes, comme c'est Docker, dès que les tests unitaires passent, il lance Docker. Dès qu'il a lancé Docker, il va dockeriser toutes les étapes que tu vois, on tape les mains là. Il va dockeriser l'application seul. Dès qu'il a fini de faire ça, il lance maintenant les tests d'intégration avec Docker. Dès que les tests d'intégration passent, maintenant il publie ça maintenant dans l'environnement des tests. Dès que l'environnement des tests c'est publié, c'est bon. Maintenant il lance les tests d'acceptation. Dès que les tests là sont acceptés maintenant là, il publie ça maintenant dans le serveur de staging. Parce que le serveur qui est plus proche du serveur de développement avec les configurations. Dès qu'on teste là-bas et que c'est bon, l'application est bonne, maintenant on fait maintenant ce qu'on appelle le déploiement. Et pour le déploiement maintenant, il y a maintenant plusieurs types de déploiements. Mais ce que nous allons voir, c'est le déploiement canari. Donc ça veut dire quoi? On a une deuxième version de notre application, mais on ne déploie pas complètement. On commence à déployer peut-être même 10%. Donc 10% d'utilisateurs, des trafics. Donc quand on fait les trafics, quand on fait les requêtes au niveau de notre application, 10% peut-être du trafic est pas vers la version 2. Mais 90% est au niveau de la version 1. Au fur et à mesure, on augmente le pourcentage de la version 2 et après maintenant directement nous sommes passés au niveau de la version 2. Et maintenant pour clôturer, maintenant cerise sur le gâteau, maintenant vous allez voir, maintenant au niveau de la cerise sur le gâteau, vous allez voir maintenant comment mettre en place maintenant un cluster au niveau de la base des données. Donc nous aurons un suiveur, nous aurons un master et le suiveur, de telle manière que dès que le master tombe, un follower devient un suiveur. Ça c'est le principe, ça c'est l'algorithme des consensus. Donc le principe des consensus, c'est ça. Il se met directement à jour et nous allons voir comment migrer les données au fur et à mesure. Vous voyez ça, la formation, si je peux dire quoi, ça c'est quelque chose que c'est un test que je suis en train de faire. Parce que ce sont les connaissances que j'ai en tête, mais que je ne partage pas. Je ne sais pas pourquoi je ne partage pas. Vous devez vous rendre compte que j'ai la paresse de faire des formations pour YouTube. Les derniers temps, c'est là. J'ai une paresse. Je ne partage pas. Alors que je devrais techniquement partager ces formations-là avec des gens pour qu'ils puissent apprendre, pour qu'ils puissent upgrader. C'est ça qui fait la différence entre celui qui code et celui qui connaît ça. Parce que quand tu connais ce que je viens de dire là, on va te respecter. Tu es en entreprise, on va t'accorder vraiment du temps. Quand il y a des trucs, on va t'expliquer. Parce que ça, c'est même rien. Je tiens vraiment à ce que dès que la formation est finie, si je trouve un peu de temps, on va un peu travailler. Il y a le système design qui est une de mes passions. Si je dis concevez-moi une application qui fait telle chose, mais vous n'allez pas commencer à vous lancer dans le code. Il y a c'est ce qu'on appelle le SDR, Software Development Requirement. Ouais. Et dans ça maintenant, il y a ce qu'on appelle les Functional Requirements. Tu vois un peu non?
et le non-requirement. Le non-requirement, c'est tout ce qui est optimisation. Le requirement, maintenant, c'est tout ce qui est fonctionnel. L'application va faire ceci, ça va envoyer les mails, ça va faire ceci. Tout développeur doit être capable de faire d'abord ça. Maintenant, là où on se démarque maintenant, là où il y a différence des niveaux entre les développeurs maintenant, c'est au niveau de la partie non-requirement. Est-ce que ton application est scalable? Est-ce que ton application est résiliente? Est-ce qu'il y a la tolérance aux pannes? Est-ce que tu as mis un secure breaker? Si l'API ne parvient pas à contacter un service, qu'est-ce qu'il va retourner alors? Est-ce qu'il va continuer à appeler le microservice? C'est ça le secure breaker. C'est ça, les trucs qu'il faut comprendre. Il y a tellement de trucs à comprendre. Parce que moi, je suis un même passionné du développement. D'abord, je suis d'abord un passionné du développement. Donc, constamment, je travaille un peu pour essayer de voir. Et comme j'ai commencé à vous montrer les architectures que vous pouvez utiliser sur Django en quittant du MVC, pas Django, c'est MVT. Mais je vous ai montré qu'on pouvait écrire du MVT, ça marche, mais on pouvait ne pas utiliser le MVT. Et c'est l'architecture que nous avons utilisée au niveau du Product Services. On ne pouvait pas utiliser le MVT. Nous sommes mis sur la partie, le layer. Nous avons vu comment mettre en place le couplage faible entre éléments. Et je vous ai dit qu'au niveau du service des notifications, on doit maintenant utiliser l'architecture hexagonale là-bas. C'est quelque chose qui m'a pris carrément une semaine pour pouvoir bien comprendre ça. Et je me suis tapé un livre de près de 300 pages pour pouvoir comprendre l'architecture là. Mais dès que j'ai compris comment ça marche, j'ai dit que est-ce que j'ai développé avant? Donc ce sont des choses comme ça qu'il faut comprendre.